Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette 4e table ronde du cycle Construire les territoires de demain. Je suis moi-même Bertrand Lemoine, je vais animer cette table ronde qui porte aujourd'hui sur le thème « Rester créatif sous la contrainte ». Vers quelle contrainte, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de la prise en compte de phénomènes, soit climatiques, naturels, sismiques, d'inondations, événements en tout genre, imprévus par définition, et qui sont des catastrophes qui peuvent éventuellement impacter fortement les bâtiments, l'architecture, les territoires dans lesquels nous vivons. Et aujourd'hui, cette prise en compte de la notion de résilience, elle est devenue incontournable dans la définition même des projets architecturaux ou même urbains, bien entendu. C'est aujourd'hui cette question qu'on va essayer d'aborder avec 5 invités. Je vais vous les présenter très, très rapidement pour voir comment cette exigence de prise en compte des risques naturels ou artificiels ou d'événementiels peut être compatible avec la liberté architecturale, avec la création architecturale. On va le voir à travers des réflexions plus générales sur la notion de risque et la notion de résilience, et on va le voir également sur des projets concrets qui, justement, ont tiré parti parfois d'une manière très positive des risques inhérents aux territoires sur lesquels ils étaient construits. Je vous présente rapidement nos invités, on va y revenir pour chacun d'entre eux. Donc, de gauche à droite, Marc Vuillet, enseignant-chercheur à l'École des ingénieurs de la ville de Paris. Jean-Pierre Taët, qui est président du Centre technique industriel de la construction métallique, et également directeur technique chez Faya. Rémi Marciano, qui est architecte à Marseille. Jean-Pierre Barrier, lui aussi architecte, et Jérôme Flo, qui lui est maître d'ouvrage, en quelque sorte, ou assistant maître d'ouvrage, on va dire, enfin, qui monte des opérations. On en verra un exemple tout à l'heure. Je vais donc passer d'abord la parole à Marc Vuillet, qui donc est enseignant-chercheur à l'École des ingénieurs de la ville de Paris, qui est en même temps responsable aussi d'un pôle construction dans cette école d'ingénieurs qui, je vous le rappelle, forment à la fois des ingénieurs pour la ville de Paris, mais des ingénieurs qui sont destinés également à travailler sur des problématiques urbaines pour des collectivités ou tout simplement des entreprises. Et il s'occupe en particulier de l'axe résilience urbaine dans cette école, et qui est effectivement au centre de nos préoccupations d'aujourd'hui. Donc peut-être, Marc Vuillet, nous dire un mot, comment vous voyez cette notion de la résilience, quels défis cela pose dans la conception, quelle anticipation aussi peut-on apporter, quelles solutions, quelles problématiques nouvelles apparaissent, et comment, au fond, cette contrainte peut devenir aussi un atout dans la conception, en tous les cas, un élément très important à la fois dans les programmes, mais aussi dans les manières de répondre concrètement à des projets et à des demandes. Marc Vuillet. Merci beaucoup, merci. Donc d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette conférence sur le thème de la résilience. Et donc, je vais vous parler de la résilience vis-à-vis des territoires, sans oublier le bâtiment, bien sûr. Donc, je suis Marc Vuillet, enseignant-chercheur à l'École des ingénieurs de la ville de Paris, composante de la nouvelle université Gustave Eiffel et membre du Lab Urbain. Alors, le IVP, donc, c'est l'école référence sur le génie urbain depuis 1959, qui fait donc le développement durable, qui est très axé sur le développement durable. On a un cursus qui est organisé autour de plusieurs projets urbains qui incluent de différentes façons les problématiques de résilience. Donc, les projets environnement-climat, au premier semestre, ils sont essentiellement centrés sur des problématiques de résilience, que ce soit énergétique, que ce soit la résilience du bâti et des territoires ou encore des réseaux face aux risques. Le projet data sur le numérique, ensuite le projet construction qui intègre de plus en plus des éléments de résilience, auparavant sur la conception de bâtiments, de plus en plus sur la réhabilitation. Le projet métabolisme urbain sur les problématiques eau, déchets, assainissement, et avec beaucoup de problématiques liées à la gestion des eaux urbaines notamment, bien sûr. Et enfin le projet aménagement sur l'espace public et la voirie. Donc, le IVP est depuis longtemps engagé sur les problématiques de développement durable. Elle a été labellisée DDRS, donc développement durable et responsabilité sociétale, depuis 2017. Tous les ans, elle produit une université d'été qui a des thèmes qui sont quasi systématiquement reliés au développement durable, à la résilience. Donc, en 2008, il y avait génie urbain et développement durable. En 2015, c'était résilience, vulnérabilité et gestion des territoires en génie urbain. Puis économie circulaire. Puis cette année,
le thème de la santé et du génie urbain vis-à-vis de la santé. Également, le IVP impliqué sur les dossiers construction 21, on avait coordonné un dossier sur la résilience du bâtiment et des infrastructures. Et le IVP également a des chaires donc en économie circulaire avec ECT et sur l'éclairage public avec EVESA. Alors, la résilience est arrivée à l'EIVP, le thème de la résilience, c'était l'école du développement durable. Le thème de la résilience est arrivé à partir de 2007, notamment l'inclusion de l'école dans des projets de recherche. Alors, en particulier, Flood Resilient City, qui a commencé en 2008 et qui, entre autres problématiques, donc, avait permis l'étude de quartiers résilients et différentes solutions résilientes, en fait, pour mieux gérer le risque inondation. Alors, il y avait des questions de protection mobile qui permettaient notamment de construire en zone inondable sans endiguer le lit du cours d'eau, puisque c'était ces protections métalliques donc, qui permettaient de faire digue en cas de crue, et le quartier étant, lui, adapté aux inondations avec un système de passerelle. Alors, ce quartier est en cours de construction, mais c'est à l'image du quartier, par exemple, de Romorantin, qui a subi la crue de 2016 et qui était adapté à cette crue. Également, le IVP, moi personnellement, était coordinateur du projet RGC4 pour résilience et gestion de crise dans un contexte de crue à cinétique lente sur la problématique de la vulnérabilité des réseaux et des infrastructures réseaux aux crues de la Seine, et également sur le projet Relève qui porte un ANR également, qui porte sur la reconstruction post-ouragan et les impacts de l'ouragan sur l'île d'Irma. Plusieurs démarches dans le cadre des projets Résine et Rescue, des projets européens sur l'adaptation au changement climatique, des réseaux techniques, mais aussi des infrastructures. Le projet MESH, lui, aborde la qualité de l'air et notamment la question des formes urbaines et du paramétrage numérique des formes urbaines pour les optimiser vis-à-vis des problématiques environnementales et, entre autres, parmi celles-ci, la résilience à la qualité de l'air. D'autres projets que je ne présente pas ici, mais ça nous montre un peu un panaché des projets traitant de la résilience. Il y a également des questions sur les îlots de chaleur urbains et l'adaptation au changement climatique, dont Résine mais d'autres. La résilience face aux risques. Comment le thème de résilience s'est imposé dans la gestion des risques au cours des 10-15 dernières années? Alors, tout d'abord, on note qu'il y a une extraordinaire augmentation des coûts des catastrophes. Là, on voit la courbe en haut à gauche qui nous montre entre 1900 et ça s'arrête en 2014, l'augmentation des coûts liés aux catastrophes. Alors, on voit des années particulièrement coûteuses qui sont reliées, alors en 95, au tremblement de terre de Kobe, en 2005 à l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, en 2011 au tsunami au Japon. Et on voit donc vraiment la nécessité d'avoir des infrastructures qui résistent aux sollicitations, puisque dans le cadre de Kobe, on a vu des destructions massives. Dans le cadre de Katrina à la Nouvelle-Orléans, c'est les digues qui ont rompu. Dans le cadre du Japon, alors on voit que les endiguements sont quand même, et les infrastructures sont indispensables, parasismiques, protection, mais elles ne sont pas forcément la solution définitive. Il faut les compléter avec des aménagements résilients dans les zones vulnérables. Alors, plus proche de nous, à Paris, on sait que Paris est sous la menace de plusieurs aléas, notamment une grande crue de la Seine. Alors, il y en a une en 2016 qui avait conduit à la fermeture du RERC pendant plusieurs semaines. Alors, le RERC intramuros, c'est 400 000 usagers jour, donc c'est quand même quelque chose de très important. Et on sait que là, on était sur une période de retour... Une période de retour de 20 ans, mais en cas de période de retour 100 ans ou plus, on pourrait avoir l'essentiel des réseaux à l'arrêt, quasi l'intégralité des réseaux ferrés qui ne traverseraient plus Paris, et beaucoup de zones non desservies par les réseaux. À ce titre, donc, ça pose la question du fonctionnement du territoire durant un aléa qui peut être long, ou de la remise en service post-aléa, et donc de la flexibilité des défenses et des éléments vulnérables. La canicule de Paris, alors le risque canicule, donc on se rappelle de la canicule de 2003 qui malheureusement avait occasionné plusieurs milliers de morts. Alors la canicule de 2003, c'est l'été moyen de 2050. Et ça, on sait déjà que les projections pour les 20-30 ans à venir, même si on arrête de produire du CO2 aujourd'hui, elles seront quand même valables. L'action sera à partir de dans 20-30 ans. Donc ça pose deux questions en fait. Tout d'abord, l'adaptation des infrastructures et du bâti au changement climatique à venir. Et donc là, on voit à droite l'effet d'îlot de chaleur urbain, où en fonction du choix des matériaux et des degrés de végétalisation, on va avoir plus ou moins de sur-canicule, et donc un différentiel jusqu'à 10 degrés entre certaines zones de l'Île-de-France et le cœur de Paris intramuros. Ça pose aussi la question des émissions et de la réduction des émissions.
Donc, alors les changements climatiques que le bâtiment devra anticiper. Alors, on parle des vagues de chaleur. Ça pose la question donc de l'adaptation du bâti aux vagues de chaleur, mais également les inondations, les phénomènes d'érosion côtière. Donc, on va voir, ça pose la question de la réversibilité des bâtiments. Également les mouvements des sols. Les retraits gonflements d'argile sont la deuxième cause de coûts de dégâts au bâtiment des assurances. Et donc, c'est des choses qui vont s'aggraver, qui sont déjà importantes et qui vont s'aggraver. Alors, des enjeux très importants. Alors, on voit à droite, c'est le Shift Project, donc sur la part du mix énergétique et la part actuellement des énergies carbonées, à mettre en relation avec la courbe d'en dessous, où Paris prévoit pour 2050 une neutralité carbone, donc de ne plus émettre de carbone, en tout cas de compenser ses émissions directes et indirectes avec son stockage. Donc cela pose les questions des pratiques, et en particulier du bâtiment, notamment pour contribuer à cette réduction de la production de carbone. Alors tous ces éléments ont amené à... donc on voit un peu les pratiques héritées et les enjeux de demain ont un peu favorisé l'émergence du concept de résilience. Alors la résilience, donc, c'est arrivé depuis à peu près les années 2000 et surtout 2010. Il y a un effet de mode qui s'accentue, ou en tout cas une pertinence du concept, un concept qui fait sens, donc une origine latine de salire et du préfixe re qui veut dire retour en arrière. En français, ça donnait résilier, on résilie un contrat, on revient simplement en arrière. En anglais, dans la littérature anglo-saxonne, depuis au moins le XVIIIe siècle, le participe présent résilience a donné resiliency, qui avait la notion de rebond, de reculer pour mieux sauter. Et c'est quelque chose donc qui était défini alors, pour les individus à la base, mais cette notion de rebond. Alors, en France, la résilience est revenue via la résistance des matériaux au début du XXe siècle, avec l'essai de Charpy, où notamment la résilience, à ce moment-là, intégrait la notion de résistance et d'élasticité du matériau face à un choc. Et donc, un matériau ductible ou fragile était estimé moins, voire pas résilient, par rapport à un matériau qui reprenait sa forme originelle ou qui n'en changeait pas. Donc, deux notions autour de la résilience. La première, c'est cette version science des matériaux, donc où on est vraiment sur un retour à l'état d'équilibre. Alors, illustré à droite par la petite boule dans la cuvette, qui va donc peut-être bouger, mais revenir à son état d'équilibre à la fin. Alors, la résilience est passée par plusieurs domaines, par la psychologie notamment, et par l'écologie. Et en écologie, on a défini un système écologique comme résilient, un système qui est capable de s'adapter en passant par plusieurs étapes transitoires à différents stress, à différents chocs. Alors, prenez le cas d'un écosystème qui va subir la disparition d'une espèce ou un incendie, mais qui va quand même perdurer avec un nouvel équilibre. Ça peut être aussi la réintroduction d'espèces, bien sûr. Et alors, de ces deux notions, donc la première, on voit bien qu'on est sur la résilience à un choc et le retour à un état d'équilibre ou le retour à un niveau satisfaisant de performance des bâtiments, des services. Et ça, c'est sur le court terme, et la résilience sur le long terme, où là, on va suivre une trajectoire de développement souhaitable, et ça va être l'exploitation d'un parc de bâtiments, par exemple. Et malgré des aléas divers et variés, malgré des stress, malgré des chocs, on va maintenir cette trajectoire souhaitée. Et alors, la résilience urbaine, au sens large, en intégrant les deux notions, peut désigner la capacité d'un système urbain à maintenir ou à retourner rapidement aux fonctions désirées face à une perturbation, à s'adapter au changement, et de transformer rapidement les systèmes qui limitent la capacité d'adaptation actuelle ou future. Alors, la question qui va se poser à chaque fois, c'est la résilience de quoi, à quoi, pourquoi, selon qu'on se situe à l'échelle d'un bâtiment, d'un quartier, d'une ville, ou à l'échelle planétaire. Quand on va arriver, par exemple, sur la question des émissions et des équilibres climatiques. Selon le corpus, donc la résilience ferait des références à des notions plus ou moins connexes, alors notamment la résistance, la capacité à faire face, la capacité d'adaptation, la capacité de réponse, le retour à l'équilibre, l'absorption du choc, la reconstruction, notamment dans le domaine des bâtiments, la reconstruction politique et sociétale ou symbolique, l'auto-organisation, la transition, voire la bifurcation, c'est-à-dire l'opportunité d'avoir un aléa pour éventuellement reconstruire mieux. On va parler alors de Build Back Better, et ça va interroger des questions de modularité notamment. Alors ce mot, c'était une communication de plusieurs chercheurs parisiens, entre autres Serge Lhomme, qui était doctorant à l'école d'ingénieurs de la ville de Paris. Alors les défis de la résilience, je vais essayer d'aller vite. Alors pour un territoire résilient, alors selon la définition de l'atelier résilience territoriale mené par le Commissariat général au développement durable et le CEREMA,
Un territoire résilient peut être défini comme un territoire en mouvement, donc on a cette notion de trajectoire, capable d'anticiper des perturbations brutales ou lentes grâce à la veille et à la prospective, d'en atténuer les effets, de se relever, de rebondir grâce à l'apprentissage, l'adaptation et l'innovation, d'évoluer vers un nouvel état en équilibre dynamique, préservant ses fonctionnalités. Cet état devrait être décidé et construit collectivement. Donc il y a un peu cette question aussi d'inclusivité et d'adhésion des populations et des usagers. Alors, un exemple alors là, du coup, on arrive finalement à de la gestion d'un choc à une approche un peu à 360 degrés, j'ai envie de dire. Et là, je vous présente le repère, la boussole. Alors, il y a plusieurs approches qui proposent de caractériser qu'est-ce qu'un territoire résilience, qu'est-ce qu'un projet résilient. Alors, un exemple parmi d'autres, mais c'est la boussole de résilience du CEREMA, et donc qui vise, lors d'un diagnostic territorial ou lors de la discussion d'un projet de territoire, à le balayer sous tout un tas d'angles différents, des différents compartiments qui peuvent concourir à la résilience. La résilience, donc, on va essayer de considérer plusieurs échelles de temps, d'espace. On va essayer de considérer également les effets systémiques, c'est-à-dire les interrelations, les effets dominos que pourraient avoir les actions les unes sur les autres. Donc, on va regarder à la fois les questions à long terme, à moyen terme, à court terme. On va regarder les questions organisationnelles. On va regarder les aspects liés à l'aménagement, etc., etc. Alors, si on descend à l'échelle du bâtiment, donc un bâtiment résilient, il devrait inclure, alors c'est un début de liste qui n'est pas exhaustif et que justement on aura le plaisir de discuter. Bien entendu, en premier lieu, la résistance aux sollicitations, ça reste incontournable. Et justement, la résistance à des sollicitations potentiellement difficiles à prévoir ou difficiles à anticiper. La satisfaction des besoins usagers, la sobriété énergétique, l'adaptation au changement climatique, la recyclabilité des matériaux, la réparabilité suite à l'endommagement, la modularité de l'ouvrage avec les questions de réversibilité, le coût global tout au long du cycle de vie de l'ouvrage avec notamment la RE 2020, la réglementation environnement 2020, et la rapidité de reconstruction vis-à-vis des phénomènes des aléas. Alors, quelques illustrations en haut à gauche. Donc, on voit un bâtiment amphibie. Donc, à la Nouvelle-Orléans, l'image que j'ai montrée tout à l'heure, on voyait des maisons inondées. Alors, la digue a cédé et en arrière, les maisons n'étaient absolument pas adaptées au risque. Donc là, avec des bâtiments amphibies susceptibles de flotter en cas d'inondation, ça permet d'avoir un peu une double protection et d'être adapté au territoire. Un cas de maladaptation, par contre, à droite, en haut à droite, c'est le cas alors c'est l'immeuble Signal à Soulac, que je pense que vous reconnaissez, où on a construit sur un terrain qui n'était pas adapté, puisque un terrain mouvant, on est sur un cordon dunaire qui évolue en fonction des phénomènes d'érosion, etc. Et du coup, on a un problème de réversibilité de l'ouvrage qui n'est pas adapté à une reconstruction ou à un réemploi. En tout cas mal adapté. Les enjeux de végétalisation, on sait que vis-à-vis des problèmes d'îlots de chaleur urbains, vis-à-vis des problèmes de stockage de carbone, il y a des enjeux de végétalisation lors des projets. Et les enjeux de cycle de vie des ouvrages et d'intégration au métabolisme urbain, c'est-à-dire l'empreinte environnementale que vont avoir les cycles de construction vis-à-vis des villes et de l'environnement. Donc en ayant en ligne de mire notamment donc, la réglementation environnement 2020 et la nouvelle loi climat résilience qui est beaucoup plus large que la construction mais qui aborde des aspects de densification de la ville, entre autres. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Marc Vuillet, pour cette précision de la définition même de la notion de résilience, qui effectivement, on le voit, est une notion d'abord dynamique, large, qui introduit à une complexité, peut-être même d'ailleurs une vision très élargie, parce que j'ai noté par exemple que la rapidité de la construction était un des facteurs de résilience, c'est vraiment le cas. Enfin, on peut s'interroger peut-être sur les limites du concept, mais on voit qu'il est très riche et il nous invite à regarder à nouveau les bâtiments, les aménagements, les infrastructures sous un autre œil, et peut-être un œil justement qui englobe une dimension à la fois de complexité, une dimension temporelle, une dimension de durée et d'intégration au fond de différentes choses dans la conception même des bâtiments. On reviendra peut-être là-dessus parce que je pense que on verra dans des exemples que la résilience est une notion qui aussi a des traductions concrètes architecturales, on le verra un peu assez diverses, et qui renvoie à pas mal des concepts que vous avez énoncés à l'instant. En tous les cas, merci pour cet exposé très clair, et on voit qu'à l'EIVP, c'est un axe évidemment de recherche important.
Vous savez que la conférence ici, la table ronde, est organisée par Construire Acier, en partenariat avec la Maison de l'Architecture, et donc il était normal de demander à un acteur majeur de la filière acier de nous parler du point de vue de l'acier et des solutions que l'acier peut apporter justement à un certain nombre de cas de figure, zone inondable, zone sismique et bien d'autres, par sa souplesse, par sa rapidité de montage justement, par tout un tas d'atouts que peut-être Jean-Pierre Tahay, qui est à la fois directeur technique de Faya Metal. Faya Metal, c'est un des acteurs principaux majeur en France de la construction métallique, connaît bien sûr le sujet, et qui est en même temps président du Centre technique et industriel de la construction métallique, qui évidemment est le centre d'expertise en France sur ces questions. Et Jean-Pierre Tahay va nous préciser peut-être les atouts de l'acier face à ces problématiques de la résilience et de la créativité qu'il faut conserver face à ces contraintes, non pas nouvelles, mais ces contraintes dont on prend conscience aujourd'hui d'une manière nouvelle. Jean-Pierre Tahay. Bien. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour vous parler effectivement du matériau acier puis de son usage dans la construction. Alors, je vais faire un exposé peut-être en 3 temps. Donc, je vais rappeler un petit peu l'acier, le matériau. Donc, c'est un matériau qui a appris, c'est un matériau qui est maintenant familier dans l'usage de la construction et qui a appris à concilier des contraintes contraires et devenir résilient, justement. Après, on passe de la résilience du matériau à la résilience de la structure elle-même. Donc l'acier est le matériau complet par essence, c'est en tout cas ce que je pense. Et puis, pour ouvrir un peu les perspectives, donc le constructeur et l'ingénieur apprennent à capitaliser ces performances du matériau pour en épuiser toutes les possibilités. C'est ça un peu le leitmotiv de l'usage de l'acier, construire plus sûr et plus durable. Alors je fais un petit préambule pour donner un petit peu la notion de ce que c'est qu'un matériau. Le matériau, c'est la synthèse entre plusieurs éléments que je symbolise sous la forme d'un polyèdre, donc un tétraèdre en l'occurrence, en disant que l'acier, l'acier ou tout matériau d'ailleurs, c'est une combinaison quelque part d'éléments de microstructure, de propriétés mécaniques, physiques, de procédés d'élaboration et de fabrication, et bien sûr de performance. Alors, si je m'attarde un petit peu sur chacune de ces données, les éléments de microstructure, bien sûr, c'est le matériau lui-même dans son essence même, donc qui se définit, alors pour l'acier, mais pour d'autres aussi, c'est le système cristallin, les liaisons, l'ordre que ça représente à courte et à grande distance, donc sa structure intime, son hétérogénéité éventuelle, sa granulométrie, sa porosité, sa texture, etc. L'autre point important, ce sont les propriétés mécaniques, c'est ce qu'on recherche quelque part à obtenir. Bon, il y a bien sûr le module d'élasticité qui va gouverner la façon dont une structure se déforme. La limite élastique, ses possibilités éventuelles d'écrouissage, c'est une particularité de l'acier. La charge de rupture, la ductilité, la capacité d'amortissement, la résistance à la fatigue, la résistance au choc. Donc voilà, toutes ces propriétés font partie des contraintes, en tout cas, que l'on doit essayer de combiner pour définir un bon matériau. Troisième aspect, donc, ce sont les procédés. Donc il y a l'élaboration de la matière première, donc il y a tout un développement historique de la façon dont on a fait ça. Quelles sont ces possibilités de transformation, donc le laminage, l'extrusion, le forgeage, le matrissage, le pliage. La mise en forme, donc par enlèvement de matière, usinage, découpe, les traitements thermiques, qui sont très importants pour beaucoup de matériaux, dont les métaux. Et puis après, on peut aussi faire de la mise en forme par ajout de matière, voire assemblage. Et également, un aspect important, c'est le traitement de surface qu'on va donner à l'acier et à tout matériau d'ailleurs, pour assurer sa pérennité. Les performances, c'est aussi quelque chose de très important qu'il faut avoir en tête. Donc la reproductibilité, reproduire les performances et les garantir constantes, quelque part, c'est une chose importante et essentielle, d'avoir la constance là-dedans. La disponibilité de la matière, évidemment. Assurer son usinabilité, sa soudabilité, sa mise en forme, bref, sa fiabilité. Et puis d'autres enjeux qui sont importants, le recyclage. Bon, les métaux sont recyclables à l'infini, donc c'est déjà un atout. La durabilité. La maintenabilité, ça c'est une notion importante. Maintenir un ouvrage, on doit être capable de le maintenir, on doit être capable de le réparer, on doit être capable de le requalifier, on doit être capable peut-être de le déplacer aussi. Il doit être, bien sûr, il y a un enjeu de santé, pas de nocivité.
L'aspect est aussi important parce que je pense qu'on aime bien vivre dans un cadre qui soit beau à voir. Et puis, il y a une notion d'ancienneté, de familiarité, c'est l'appropriation d'un matériau. En l'occurrence, l'acier, ça fait quand même pas mal de décennies, voire de siècles, même si c'est court à l'échelle de l'humanité, qu'on pratique ce matériau. Alors, les performances, je fais un petit zoom. Les constructeurs métalliques se sont dotés d'un système de référencement avec des exigences essentielles qui sont reprises dans une norme européenne et dans le règlement de produits de construction. Donc ça implique des obligations dans toute la chaîne, du sidérurgiste jusqu'au fabricant, et en passant... Vu l'acier, c'est une longue histoire, il n'a pas été utilisé tout de suite comme matériau de construction. On peut parler un peu d'acier pour certaines pièces, en l'occurrence des armes qui ont été fabriquées dans le passé, pour lesquelles les utilisateurs demandaient des performances mécaniques, de la dureté, du tranchant, et pas de fragilité. Malheureusement, ce n'était pas toujours concluant. Et au fil du temps, les forgerons ont appris à maîtriser ce matériau dès l'ère pré-industrielle. Je cite pour exemple Watts indien, qui est ce qu'on appelle un acier de Damas, qui était un acier qui avait des propriétés remarquables et qui était connu mondialement à l'époque, puisque même les Vikings allaient s'approvisionner en Inde pour leurs propres armes. Le secret a été très bien gardé de fabrication de cet acier, puisqu'on n'a vraiment percé qu'à l'époque industrielle, au XIXe siècle. Brièvement, donc 19e siècle et 20e siècle marquent finalement une révolution industrielle, évidemment, avec un tournant dans la métallurgie qui devient beaucoup plus scientifique et rationnel, avec des objectifs: augmenter la résistance à la rupture, évidemment, développer des technologies de production, faire des innovations successives. Parallèlement à ça, on a aussi un grand développement des mathématiques, d'une manière générale, de la physique, qui décrivent de mieux en mieux les phénomènes et les rendent prédictibles et fiables. Et à ce titre, l'acier est un matériau qui est idéal, parfaitement décrit par des lois physiques, et certainement pas empiriques. La résistance au choc, par contre, est un petit peu en décalage par rapport à ça. Ça a été, pendant longtemps, un point faible qui, aujourd'hui, est complètement résolu. La stratégie développée pour le matériau acier, ça a été d'affiner les grains de la structure, de maîtriser sa chimie et de définir des processus d'élaboration qui garantissent ses performances et ses qualités. Si j'en viens à la résilience, ça va faire un peu le lien avec l'exposé précédent, quelque part. Effectivement, la résilience est une préoccupation ancienne qui se définit alors pour un matériau comme la capacité intrinsèque du matériau à résister au choc ou à des variations brutales et rapides de contraintes. Et très tôt, dans cet esprit un peu scientifique du XIXe siècle, on a cherché à quantifier ce que c'était que cette résilience, c'est-à-dire donner une valeur ou une façon de la mesurer. Et le principe retenu, qui a été aussi évoqué avant, c'est Charpy, effectivement, avec sa machine. Là, vous avez l'image du mouton pendule. Donc, c'est une machine avec un balancier qui envoie une masse pour casser une éprouvette. Et le système tel qu'il a été défini en 1901 est toujours le même. C'est exactement de la même manière qu'on fait aujourd'hui pour qualifier un essai de résilience. Donc, la résilience, c'est une énergie, une quantité d'énergie ramenée à une section. Quand on ne prend pas de précaution sur le matériau, quand on ne teste pas les matériaux, parfois quelques désagréments. C'est ce que vous voyez à gauche sur la photo, avec la rupture brutale d'une coque de bateau. Donc, toutes les recherches théoriques en mécanique de la rupture et dans l'élaboration des aciers ont permis de résoudre ces difficultés liées à une fragilité. Si je fais un zoom sur les exigences essentielles que doit remplir un acier de construction aujourd'hui, je vais entourer, donc on voit apparaître le mot de résistance au choc, un mot de ténacité, je vais y revenir, et puis la résistance à la fatigue. En effet, il ne suffit pas qu'un matériau résiste à un choc, il doit être capable de résister à plusieurs fois un choc et à des sollicitations répétitives. C'est là qu'on introduit un concept un peu différent, qui est le concept de ténacité, qui est issu directement de la théorie de la mécanique de la rupture. Donc la ténacité, là pour le coup, c'est la capacité de résister à une propagation de défauts internes qui ont été provoqués soit dans l'élaboration du matériau, soit ultérieurement dans son usage,
sous contrainte appliquée. Alors, il y a une différence un peu subtile entre résilience et ténacité. La ténacité, c'est une propriété vraiment complètement intrinsèque et locale d'un matériau pour résister à sa propagation des défauts. La résilience, qui cherche à qualifier aussi une propriété intrinsèque, est quand même un peu perturbée par le fait que l'éprouvette qui sert à la mesurer est aussi une éprouvette macroscopique, même si elle est toute petite en taille. Il y a l'influence de la flexion de l'éprouvette qui est indissociable de la résistance au choc. Donc, a priori, ces deux notions ne sont pas corrélées. Pour exemple, les céramiques sont souvent très dures et tenaces, mais fragiles au choc. Le verre a peu de ténacité dès qu'il y a un défaut, solide quand il en est exempt, mais il reste toujours fragile. Et moi, je pense que l'acier moderne est une exception, puisque l'acier moderne, tel qu'il est élaboré aujourd'hui, permet d'avoir une corrélation entre résilience et ténacité, ce qui permet de mesurer de manière beaucoup plus simple le paramètre de ténacité en connaissant la résilience. Alors, si je donne des exemples pour des matériaux, alors l'acier, j'ai des données qui sont nombreuses et fournies depuis plus de 50 ans, 60 ans, qui permettent de dire que l'acier, dans sa zone de ductilité, a une très bonne résilience, vous voyez, 200 joules par centimètre carré. Dans sa zone un peu fragile, à basse température, il commence à descendre à 27 joules, et dans la zone très fragile, il est à 7 joules. Pas trouvé de données sur le verre, parce que c'est un matériau qui n'a pas beaucoup de résilience. Le béton, curieusement, je n'ai pas trouvé de données non plus. Mais le bois, voilà, quand on regarde les fiches du bois, il est à 7 joules par centimètre carré, quelle que soit la température. Si je regarde en face de ça la ténacité, donc l'acier est très tenace, donc il y a une unité un peu bizarre, hein, c'est des racines de mètres par des mégapascales, mais ça c'est lié à la mécanique de la rupture. Il reste malgré tout avec une bonne ténacité dans la zone de transition fragile, une ténacité beaucoup plus faible, mais encore assez élevée, à basse température. Et en tout cas très supérieure à celle du verre ou celle du béton que l'on peut trouver. L'acier a un comportement qui varie avec la température, ça je pense que vous l'avez compris, on le sait. On dit toujours que l'acier devient un peu fragile à basse température et qu'à haute température, il est ductile. Donc il y a une zone de transition, c'est-à-dire que si on établit cette courbe qui est à droite, qui décrit la résilience ou la ténacité, puisque maintenant les deux sont liés, en fonction de la température, il y a une pente rapide, il y a un changement entre deux plateaux dans une zone qu'on appelle une zone de température de transition entre fragile et ductile. La métallurgie, ces progrès ont permis de repousser vers la gauche, donc vers la température très basse, la température de transition, et rendre l'acier ductile dans une grande plage de température pour être correctement exploité. Malgré tout, même dans sa zone fragile, vous l'avez vu dans le tableau précédent, l'acier est beaucoup plus résilient et tenace que les autres matériaux de construction. Si je regarde les familles différentes d'acier qu'on peut avoir, c'est évidemment aussi là, je reviens à la microcristallographie des aciers, la façon dont ils sont agencés, et bien, ils ont des comportements un peu différents entre les austénitiques, les ferritiques, les martensitiques, etc. Donc c'est aussi un paramètre qu'on a aussi su bien qualifier. Donc la chimie aussi intervient dans cette performance. Au passage, j'observe que les aciers inoxydables, austénitiques, sont des pistes intéressantes pour avoir des matériaux très résilients et très résistants. Autre aspect, c'est qu'on passe maintenant d'un acier qui est résilient pour construire des structures qui soient résilientes. Il y a un autre paramètre qui est extrêmement important, c'est l'élastoplasticité de l'acier, qui conférera, grâce à la résilience, on va dire, intrinsèque du matériau, la résilience globale de la structure. C'est assez unique parce que l'acier pousse justement dans ses retranchements toutes ses capacités performantielles dans la zone qu'on appelle zone ductile, zone d'écrouissage. En effet, quand cette courbe que vous voyez, c'est l'essai de traction d'un acier, la première pente, c'est la commune à beaucoup de matériaux, c'est le domaine élastique, c'est-à-dire que quand on a des contraintes qui sont proportionnelles, des déplacements qui sont proportionnels aux contraintes, l'acier, quand on dépasse une certaine valeur, une limite élastique, rentre en zone de plasticité, c'est-à-dire qu'il
il commence à s'allonger sans augmentation significative de sa contrainte. Alors, l'intérêt de l'acier, c'est que dans la zone élastique, évidemment, c'est réversible, mais dans la zone d'écrouissage, on peut, c'est le point B que vous voyez sur revenir en arrière et redémarrer à zéro, c'est-à-dire qu'un acier écroué se retrouvera plus résistant que l'acier initial. Il aura perdu un petit peu de ductilité, mais il est réemployable. C'est ce qui permet de former les aciers, de fabriquer des tubes, fabriquer des tubes carrés, des tôles pliées, des profils qui ont une résistance tout en étant écroués et donc utilisables dans le bâtiment. Donc, si on veut passer de la résistance d'un matériau à la résistance de la structure, il y a 4 choses qui me semblent importantes. Donc, bien sûr, la résilience et la ténacité du matériau, mais au niveau microstructurel, la ductilité, la performance élastoplastique à l'échelle macrostructure, c'est-à-dire le comportement de poutres, de poteaux, qui sont soumis à la flexion, de la compression, de la traction, pour lequel on peut provoquer ce qu'on appelle des rotules plastiques et une distribution d'efforts. Et puis, bien sûr, fondamental dans les structures métalliques, les liaisons et assemblages. Alors, on ne voit pas trop bien, mais les sollicitations auxquelles sont soumises une structure sont de nature très différente. Suivant la nature de ces sollicitations, c'est en fait un transfert d'énergie qui se passe à une vitesse plus ou moins grande, très lente, évidemment, qu'il s'agit de poids propres, de neige, de charge permanente, et hyper rapide pour un choc. L'échelle que vous voyez est une échelle logarithmique. Donc, chaque échelon correspond on rentre dans à le détail, là. On rentre dans un détail très pointu, là. Oui, tout à fait. Alors, si on regarde les capacités de l'acier par rapport aux autres matériaux, donc l'acier, dans le domaine élastique, tout matériau peut absorber une certaine énergie dans une unité de volume. Si on la calcule, eh bien, on s'aperçoit que l'acier domine tous les autres matériaux avec une énergie élastique volumique qui est très nettement supérieure à celle du béton, du verre recuit. Le verre trempé n'est pas mal, mais malheureusement, il est trop fragile. Et puis, le bois. Mais il y a un autre atout décisif, à mon avis, c'est l'énergie que peut absorber la plastification de l'acier. Elle est considérablement plus grande. Si on prend un exemple de 5% d'allongement, on est à, vous voyez, 18 000 kJ par mètre cube, alors qu'on était à 300 seulement pour le domaine élastique. Donc, autre avantage, c'est que l'énergie élastique est une énergie qui est réversible, qui se stocke temporairement, alors que l'énergie plastique s'absorbe définitivement. Donc ça peut être un atout pour absorber des chocs et des sollicitations extrêmes, comme le séisme, par exemple, ou des rafales brutales de vent. Ensuite, dernier point concernant les actions climatiques, en tout cas un point à souligner, c'est qu'on constate comme une évolution vers le haut, en fréquence et en intensité, de tout ce qui est phénomène climatique. Alors je vais donner quelques exemples issus du génie parasismique pour montrer comment une structure métallique fait face au choc de contraintes extrêmes. Donc, un séisme, c'est une sollicitation qui consiste à imposer un mouvement à un bâtiment, donc lui communiquer de l'énergie qu'il convient de dissiper. Il y a 2 stratégies pour dissiper: rester dans le domaine élastique ou bien utiliser la possibilité de plastification. On montre là, cette figure-là. La première stratégie conduit à une sorte de fuite en avant, puisqu'on est obligé à chaque fois de surdimensionner les éléments pour qu'ils puissent rester dans le domaine élastique et faire face aux contraintes. La deuxième stratégie consiste à utiliser la dissipation plastique, permet de réduire considérablement à des déplacements équivalents les contraintes et les efforts appliqués à la structure et, par ailleurs, aux fondations. C'est ce qu'on voit sur cette image-là. Donc, le déplacement ultime restera toujours le même, c'est le destin de la structure, on n'y peut rien. Mais par contre, les contraintes et les efforts à l'intérieur seront limités par la ductilité et la plasticité. Elle encaisse mieux, elle est beaucoup plus résiliente. Donc, le travail de l'ingénieur, c'est de positionner des endroits bien précis, ce qu'on appelle des zones dissipatives, où l'énergie va être dissipée. Pas risquer d'être trop
trop technique, parce qu'on a quand même un auditoire qui n'est pas forcément un auditoire d'ingénieurs, donc il faut rester, à mon avis, un peu simple et concret. Peut-être pour conclure, peut-être. Oui, pour conclure, donc très rapidement. Donc la stratégie, elle consiste à effectivement, et là on est dans le design, et on va rejoindre un petit peu les préoccupations d'architecture, à créer des zones où on pourra dissiper cette énergie en affaiblissant, entre guillemets, localement la structure. D'autres schémas existent avec d'autres possibilités de design pour des assemblages qui sont beaucoup plus flexibles et qui absorbent également de l'énergie. Le design est encore plus travaillé, qui va travailler en tout cas un peu plus élégant que les précédents. C'est ce qu'on appelle le design en os de chien, où on affaiblit volontairement des poutres, et donc on rentre dans une vision aussi esthétique qui permet de résoudre un problème technique. Alors, les pistes pour demain, c'est les outils numériques. Donc pour moi, il y a d'abord l'optimisation topologique sous contrainte, qui permet d'optimiser et de répartir la matière au mieux et de minimiser son existence. Donc là, dans un vaste champ de créativité. On a également la fabrication additive, qui est liée à la précédente, même si l'optimisation topologique aujourd'hui est bien entrée dans les mœurs, la fabrication additive ne l'est pas encore en construction métallique. Mais on pourrait imaginer de concevoir de nouveaux types d'assemblages dissipatifs robustes ou semi-rigides. Alors, je vais conclure. Pour un petit peu faire écho à la phrase qui restait créative sur la contrainte, moi je pense que la contrainte peut faire naître un art, au contraire. Et je crois que la collaboration entre ingénieurs, métallurgistes, architectes peut permettre de concevoir différemment les bâtiments de demain et faire face aux aléas de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus durable. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Pierre Tey de cette excursion un peu technique qui nous a emmené, je dirais, aux frontières de la science, de la technologie, même de la conception et de la fabrication de ce matériau acier, qui, on l'a compris, est quand même, je dirais, intrinsèquement résilient, en tous les cas, par toutes ces qualités que vous avez exposées, et qui permet d'être utilisé de manière intéressante dans beaucoup de situations, notamment les situations sismiques dont vous avez parlé plus en détail, et qui montre que c'est un matériau qui peut répondre, en tous les cas, à beaucoup des contraintes qui sont justement imposées dans une conception résiliente, au fond, des bâtiments. On va maintenant peut-être voir des exemples qui montrent que justement la notion de résilience, elle peut se décliner de manière assez différente dans des situations, d'abord dans des contextes où effectivement les risques sont peut-être de nature différente et en même temps où les réponses peuvent être interprétées de manière différente. Et si on élargit la notion de résilience, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut aussi considérer que redéfinir un usage, une programmation, une destination, une architecture pour un bâtiment existant est aussi une manière de considérer la résilience des bâtiments sur le long terme. On doit aujourd'hui, peut-être au XXIe siècle, faire avec ce qui existe, et c'est ce que Rémi Marciano, qui est architecte à Marseille, a fait dans ce Learning Center, qui est en fait un ancien restaurant universitaire dans le cadre de l'université de Marseille Lumini, qui a été reconverti, retransformé, et pour justement trouver une capacité à ce bâtiment à se reprogrammer, à trouver un usage différent, à se transformer, à s'adapter et à apporter aussi d'autres qualités nouvelles, de lumière, d'agrément, de résistance aussi à la chaleur et en tous les cas aux aléas climatiques qui peuvent être aujourd'hui de l'eau, notamment à Marseille, important dans la conception. Donc Rémi Marciano va nous montrer peut-être comment ce bâtiment qui s'appelle le projet Hexagone, à cause de sa forme, a pu répondre justement à ces questions. Rémi. Très bien, merci infiniment pour l'invitation et voilà, pour me donner l'occasion de présenter ce projet. On est dans le cadre ici d'un partenariat public-privé. Donc c'est un partenariat avec une entreprise, donc dans le cadre d'un concours où plusieurs équipes réfléchissent justement à l'idée de transformer, voire de remplacer l'hexagone existant pour répondre au programme du maître d'ouvrage, donc qui est Aix-Marseille Université, de Learning Center, c'est-à-dire de bibliothèque universitaire avec service d'accompagnement
Aujourd'hui, ce projet il est au moment du concours, donc rentré dans l'idée d'attractivité du campus. Les universités cherchent évidemment à être attractives, à ce qu'on vienne étudier dans leur sein. Et on est ici dans cette quête, quelque part, d'attractivité. C'est la question que pose le maître d'ouvrage. Et moi, la question que je me suis posée, en tout cas, c'est la question de l'héritage. On a, pour rentrer dans le sujet de la résilience, quelque part une double entrée. On a une résilience à l'échelle du campus de Lumini, donc, que je vais vous présenter, et une résilience aussi quand il s'agit de transformer ce bâtiment, donc au niveau de l'édifice. Donc voilà, ce partenariat a duré 1 an et demi, et puis pour le concours, puis ensuite les études, et tout ça voilà, pour permettre au bâtiment d'ouvrir il y a 1 an et demi aux étudiants dans ce campus de Lumini. Alors la première partie, j'ai appelé ça la trame et le paysage, vous allez comprendre pourquoi. Donc on est dans les Calanques, campus qui date des années 67-68, à l'époque où on considérait que les étudiants étaient un danger, pour une menace pour la ville, et où il fallait absolument les mettre au vert, donc dans ce campus qui est en dehors du centre-ville. Il y a des points positifs, évidemment, on est dans un cadre idyllique, et puis évidemment, on est un petit peu coupé de la ville. Alors, il faut faire ville, et l'Hexagone, qui était placé au cœur du campus, un campus des années 60, donc c'est l'héritage, trame orthogonale, la modernité dans toute sa splendeur, avec ses qualités, mais aussi peut-être avec ses manques ou avec ses limites. En tout cas, celle de l'échelle du piéton qui fait un peu défaut. On a des logiques de déplacement en voiture. Et ce campus qui est lui aussi un objet un petit peu technique, c'est un restaurant universitaire, donc à la base, dans lequel toute la technique est placée en rez-de-chaussée, et le restaurant est à l'étage. Donc c'est un bâtiment qui est déconnecté de son sol, qui est perché comme ça sur des pilotis, qui n'est pas inintéressant, mais qui ne fonctionne pas vraiment avec le campus. Je le connais bien parce que je l'ai fréquenté en tant qu'étudiant, donc j'étais dans ce campus. On y mangeait très mal d'ailleurs, mais bon, le cadre était quand même rattrapé tout ça. Donc la première idée, ça a été tout en respectant cet héritage moderne dont on ne reviendra pas sur les apports, mais l'idée, c'était finalement de retrouver pour ce bâtiment un rapport au sol et un rapport à son territoire. Donc on a travaillé comme ça sur cette idée qu'il fallait réinscrire, retrouver une image, retrouver l'Hexagone au cœur du campus comme un lieu attractif et pour les étudiants, c'était lui redonner sa place dans le territoire. Donc on l'a réinscrit, notamment dans cette topographie, dans ces courbes de niveau. On lui a redonné ce niveau, ce rapport au sol, puisqu'il est entre deux niveaux, justement, il est dans un terrain en pente. On a fait cette maquette qui était intéressante parce qu'elle nous montrait finalement la vraie nature de ce territoire, qui est un territoire escarpé en topographie. On voit à peine là, mais on voit le tracé du campus années 60, qui lui est presque déconnecté de cette réalité de la topographie. Et on voulait absolument réinscrire le projet dans ce site, le faire appartenir à ce parcours dans le campus. Donc, on a travaillé, on a conservé évidemment cette forme emblématique de l'Hexagone, les 6 faces, mais on est intervenu pour justement lui retrouver ce rapport au sol, dans un premier temps, pour réinscrire comme ça dans l'ADN même de ce projet cette notion de strate aussi. Et alors, on a pris le pari de la transformation. C'était un pari risqué parce qu'on a là une vieille araignée en béton avec laquelle il allait falloir travailler. Et on a pris un parti d'abord structurel de supprimer les joints de dilatation, de reliaisonner le bâtiment et surtout
d'ouvrir le bâtiment en son cœur, ce qui permettra, on le verra plus tard, au bâtiment d'être traversant, d'être ventilable et de devenir bioclimatique. Donc il y a eu une phase de démolition partielle des parties qui ne nous servaient pas. On peut voir la structure en béton qui est très intéressante, années 60, de poutres en caisson, comme ça. Et on a évidé complètement le cœur. Donc on voit, je vais passer rapidement les plans avant et après, des différents niveaux qui montrent le travail qu'on a fait, alors de réinscription au sol, d'ouverture de ce grand patio central qui permet justement, on est dans le sud, donc on vit aussi dehors. Ce patio devient aussi une terrasse paysagée pour les étudiants et les chercheurs qui pratiquent ce campus. Donc on voit les différents niveaux, ce travail aussi de complément qu'on a pu faire pour le bâtiment. Et on est là à la fois dans ce travail d'accompagnement de ce bâtiment, de révéler des choses intéressantes, mais aussi de le transformer, de l'améliorer. Je voyais dans les définitions qui étaient montrées avant, je retrouvais finalement pas mal de caractères comme ça, de thématiques qu'on a pu développer, transformer, améliorer, adapter, etc. Et le dernier niveau, voilà, donc inscrire le projet dans son territoire, c'était aussi affirmer, écrire le projet avec ce territoire, avec cette topographie. D'où l'idée d'inscrire la topographie au cœur du bâtiment. Et on l'a fait concrètement, parce que déjà le site le demandait, il y avait 2 niveaux, et puis on l'a fait concrètement à travers une topographie qui traverse le bâtiment. Donc ce sont des gradins qui gèrent bien sûr la différence de niveau, mais qui viennent aussi constituer un élément scénique central qui est cette agora, ces gradins qui deviennent un lieu de vie complémentaire qui n'était pas dans le programme, mais qui permettent aussi des représentations, des conférences extérieures et des cours, et Dieu sait si en ce moment ça peut servir. Dans une coupe qui montre justement cette différence de niveau, ça c'était les premiers dessins, les esquisses qui présentaient ça. On a même imaginé une salle de travail extérieure comme ça, où les gens peuvent s'installer pour échanger. Puisque ce Learning Center, c'est cette idée d'une bibliothèque au programme un peu élargi, ce qu'on appelle les 3e lieux, c'est-à-dire l'endroit où les étudiants viennent aussi partager un moment, boire un café, échanger de façon informelle, et puis évidemment travailler plus haut dans la salle, dans la grande bibliothèque. Alors, on en vient à la façade et justement à cette idée de résie en acier qui vient répondre aussi à l'attente du maître d'ouvrage, celle de l'image, celle de l'unité, celle du caractère repérable aussi du bâtiment qui est au cœur du campus et qui doit retrouver sa place de cœur de campus, retrouver un lieu dans lequel on va pouvoir venir et passer un moment. On l'a pensé, ce bâtiment aussi, ouvert 24 heures sur 24, avec des salles de travail qui sont accessibles par des systèmes de cartes, etc. Voilà, donc il y a quelque part une notion d'image qui répond à l'attractivité, mais cette image, elle répond aussi à cette envie et cette idée de réinscrire le bâtiment dans son territoire, cette stratification rocheuse des calanques de Lumini, qu'on peut retrouver de façon un peu métaphorique, comme ça, dans la résie métallique de la façade qui s'éclaire comme une pile la nuit venue. Voilà, ça raconte également cette stratification, la superposition des programmes, puisque c'est une caractéristique du Learning Center. On a une salle de conférence, un coffee bar, des salles de cours, des salles, des bureaux pour l'administration et évidemment la bibliothèque 360 en partie haute. Voilà, donc cette stratification, on l'a intensifiée en gérant des densités de résis différentes qui répondent aussi à des besoins de vue, d'éclairage et aussi d'apports solaires différents. Donc chaque brise-soleil est orienté de façon différente en fonction des façades. Et puis révéler la topographie, on l'a déjà dit, c'est cette idée de faire glisser ces strates, qu'elles viennent épouser comme ça les formes du terrain.
Et enfin, une caractéristique essentielle, c'est que cette résille, elle nous sert finalement dans un bâtiment qui est très ouvert à filtrer la lumière, à cadrer des vues, à offrir comme ça des instants de vue sur le paysage des Calanques, sur ce paysage formidable. On a aussi une fenêtre qui tourne tout autour de la bibliothèque, une fenêtre 360 qui permet de travailler au contact comme ça de ce paysage. On a profité des décalages pour créer des terrasses aussi dans lesquelles on peut venir sortir un livre et étudier dehors. L'écriture architecturale, c'est donc cette rencontre entre, je disais, cette vieille araignée en béton qu'on a appris vraiment à aimer parce que très intéressante et très emblématique de cet héritage années 60, et ces poutres en caisson, ces poteaux en étoile qui viennent comme ça fabriquer ce dessin de la structure. Les traces également du béton années 60 qu'on a révélé, qu'on a conservé en l'état. Et cette façade enveloppe en acier qu'on a travaillé avec une ossature primaire et des lames donc en acier perforé qui viennent s'orienter, je le disais, en fonction de l'orientation des façades et gérer cette transparence nécessaire pour filtrer la lumière, complétée par un jeu aussi de casquettes qui viennent briser aussi au sud les éclairages trop forts. Donc voilà, cette résille blanche au cœur du campus, elle vient montrer la transformation. On découvre à l'intérieur l'ancien bâtiment, mais avec cette image nouvelle de cœur de campus. Alors, c'est un projet qui est, je disais, une forme de résilience qui va transformer le bâtiment existant en essayant de l'améliorer. C'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, en le rendant d'abord traversant, éclairé. On a cherché un éclairage suffisant pour venir étudier avec ce patio central, cette grande ouverture qui est pratiquée au quotidien. Donc le rendre traversant est bioclimatique, c'est ce que permet justement cette coupe. On a accentué aussi et profité de ce côté traversant du bâtiment pour imaginer comment on pouvait le rendre ventilable. Donc on a des principes de déstockage d'air chaud la nuit, dans les périodes d'été notamment. Donc on ouvre le bâtiment par des ventelles et le bâtiment se ventile et devient frais le matin pour les utilisateurs. Voilà, donc ces systèmes de ventelles qu'on peut voir en partie haute ou en partie basse, suivant l'endroit dans lequel on se trouve. Et évidemment, tout ce travail sur les brise-soleil, donc avec des casquettes horizontales, avec des lames verticales qui viennent à la fois signer, écrire comme ça cette nouvelle signature du cœur de campus, mais régler aussi ces questions climatiques, amener du confort pour les utilisateurs et leur donner envie d'y rester plus longtemps, d'étudier plus et mieux dans un établissement qui va les accueillir de façon plus confortable. Voilà, j'arrive au bout, je vous remercie. Merci beaucoup Rémi Marciano pour la présentation de ce projet très, intelligent, un beau projet et qui fait complètement oublier l'hexagone initial parce qu'il a été étendu, déformé, creusé, dédoublé et au fond cette structure ancienne qui a été malgré tout qui reste présente au cœur du bâtiment, elle devient un autre projet, elle devient quelque chose qui est effectivement résilient au sens dont on vous l'avait expliqué. Il n'y a pas de problématique sismique, par exemple, dans ce bâtiment qui avait été prise en compte au départ. On est quand même dans une région du sud de la France. Oui, justement, en fait, le fait que l'hexagone était donc ces 6 parts de camembert, si on peut dire, on a décidé avec nos ingénieurs structures de liaisonner. On a créé justement des ceintures qui ont permis 6 portions qui étaient séparées les unes des autres, indépendantes. Nous, on les a reliaisonnées. Et ces ceintures ce ceinturage a permis de gérer la question sismique notamment. Voilà. Après, il faut le dire aussi, il y a une question de coût. Conserver toute cette existence, c'est une économie considérable. C'est plus de matière grise, c'est plus d'études, c'est plus de réflexion. Et je crois que l'apport, il est énorme sur la question de l'héritage, sur la question de la mémoire,
parce que c'est un campus qui a une histoire. L'effacer complètement, ce serait dramatique. La transformer, essayer justement de lui amener l'intelligence collective pour un bâtiment qui va offrir plus de services et pourra à l'avenir peut-être être à nouveau retransformé. Pour moi et pour l'équipe, c'était la meilleure solution. On aime bien les bâtiments où il y a beaucoup de matière grise, au sens noble du terme, bien sûr, mais avec de l'acier aussi pour avoir cette légèreté, cette finesse, cette transparence, et puis ces qualités que vous avez rappelées et qui sont effectivement, qui rentrent pleinement dans la résilience, qui est le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. On va voir d'autres bâtiments dans une autre région, cette fois-ci à Tours, avec Jean-Yves Barrier, qui est architecte à Tours, et qui va nous présenter trois bâtiments assez différents, hein, des logements, une série de logements, de petits logements sur 3 niveaux, un centre commercial et un ascenseur aussi assez original à Chinon qui permet de relier deux parties de la ville. Et là aussi, trois situations, y compris zone inondable ou risque en tous les cas d'inondation, situation à Chinon d'une sorte d'éboulis dans lequel on a construit cet ascenseur. Voilà, comment, et là on est vraiment au cœur du sujet, comment rester créatif. Et je crois qu'il y a 3 très beaux bâtiments, je trouve, 3 très belles réalisations qui vont illustrer cette thématique par ces travaux que Jean-Yves Barrier a réalisés à Tours. Merci. Merci de m'avoir effectivement invité aussi. Alors, je vais commencer finalement plutôt par le lien vertical qui répond à des problèmes sismiques, les autres projets étant quand même beaucoup plus liés à des problèmes d'inondation. Voilà pour. Alors le lien vertical, je sais pas si tout le monde connaît Chinon. Chinon, c'est une ville médiévale avec un château sur les ponts rochereux. C'est une ville qui est protégée avec toute cette partie du Val de Loire au niveau de l'UNESCO et donc qui fait l'objet d'attention très particulière. Le maire, c'était Yves Dauge à l'époque, qui avait souhaité faire dans une partie de cette ville qui était un grand creux comme ça, parce que dans les années 20 il y avait eu un éboulement. Donc on voit ce creux ici, c'est toute une partie de la ville qui s'était effondrée suite à d'ailleurs des ruissellements d'eau, d'infiltration, etc. Et le maire souhaitait que l'on puisse reconstruire ce quartier et relier la ville basse à la ville haute. Ce qui est rejoint d'ailleurs des problèmes de mobilité, hein, sur lesquels on est très sensible maintenant. Et là, il s'agit d'une mobilité plutôt verticale. L'implantation de ce nouveau quartier, qui à l'échelle de la ville et du vieux Chinon est quand même assez importante. Voilà. Alors la question qui nous était posée, c'était de créer 2 ascenseurs qu'on a appelé un lien, d'ailleurs un vertical, et de faire en sorte qu'il soit comme ça, qu'il soit le plus près possible, du coteau. Hein. Nous avons fait un certain nombre de simulations à l'époque, mais l'idée, c'était de dire, comme il faut créer une passerelle, la passerelle, elle doit être la plus courte possible. Et en même temps, on le voit sur le plan qui est à gauche, la passerelle, elle est implantée de façon inclinée. D'abord, ça répond aussi à tout un système d'escaliers et de parcelles un peu de guingois, donc elle s'inscrit complètement dans sa topographie. Mais ça permettait surtout de venir accéder au seul point qui était possible sur les structures de murs existantes. Sur le croquis de droite, donc on voit l'échelle de cet ascenseur en rapport avec l'échelle du château qui est derrière. Alors, les images que je vais montrer là, les 2 images qui vont suivre, sont intéressantes parce que, je veux dire, c'est là où on peut voir quelle est la conjugation qui s'est faite entre une approche architecturale
qui était aussi presque un peu métaphorique par rapport à la ville, et l'approche technique. Alors l'approche architecturale, on voit que le bâtiment est coupé en deux, une partie qui est en béton, qui est pleine, et une partie supérieure qui, elle, est au contraire métallique et très légère. La partie en béton, c'est la partie qui est ancrée dans le sol, hein, qui résout notre problème sismique, et la partie supérieure, elle, est très légère. Mais ça permettait aussi de répondre à l'image que l'on souhaitait donner de cette relation, de ce trait d'union entre la ville haute et la ville basse. C'est-à-dire que la ville basse, c'est la ville médiévale, c'est les caves, c'est le coteau, donc c'est la craie, c'est voilà, c'est les coteaux de Touraine, et la partie supérieure, c'est l'ouverture, c'est la transparence sur le grand paysage. Là, c'est comme si on rentrait dans la cave et puis on ressortait sur le coteau. Et d'un point de vue de la résistance qu'on souhaitait apporter à cet ouvrage, le fait d'avoir conçu cet ascenseur de cette manière, ça nous a permis d'avoir une passerelle donc très légère. Mais cette passerelle très légère, qui aurait pu être d'ailleurs beaucoup plus légère, on m'a d'ailleurs souvent demandé pourquoi elle est finalement assez épaisse et pourquoi on voit un bracon. Tout simplement parce qu'on a conçu l'ouvrage, et c'est là où on rentre dans des impératifs de résilience, on a conçu l'ouvrage de telle manière que si le coteau à nouveau s'effondre, eh bien l'ensemble de dispositifs reste en place, y compris la passerelle. Voilà, bonne nouvelle. Bonne nouvelle du jour. Merci. Voilà, donc vous pouvez aller sans risque. Voilà. Et puis j'aime bien cette image parce qu'on voit effectivement l'accroche avec l'escalier, hein, puisque l'intérêt c'était d'arriver exactement au même niveau. Et pour des impératifs que tout le monde a bien compris d'intégration dans le site, puisque je vais dire, on a eu travaillé avec l'architecte des bâtiments de France, etc. L'idée, c'était de faire en sorte que cet ouvrage, quand on le regarde depuis le château, enfin depuis la rue qui descend depuis le château, il soit finalement le plus transparent dans le site. Alors c'est un problème il y a la finesse évidemment des structures métalliques, il y a le vitrage, mais il y a aussi la couleur qui a été choisie, hein, pour pouvoir rendre l'ouvrage le plus discret possible. Alors, les jardins Boileau, qui portent bien son nom, est construit, c'est comme ça, hein, je veux dire... C'est un hasard et je m'en suis pas aperçu tout de suite. Je veux dire, c'est quand le promoteur m'a dit on va appeler ça les jardins Boileau parce que c'était rue Boileau. J'ai trouvé que c'était quand même assez incroyable. Ça fait partie des choses qui ne s'inventent pas, comme on dit. Donc voilà, donc c'est une petite opération d'une trentaine de logements, qui n'est pas une grande opération, mais qui est construite tout à fait au bord de la Loire, derrière la digue à Saint-Pierre-des-Corps, hein, qui est tout près de Tours. Et le règlement nous obligeait à limiter la constructibilité à 10% de la parcelle. Et on verra, parlant après de Rennes, que c'est pas forcément la bonne idée. Mais enfin bon, donc là on a répondu à cette contrainte, et j'ai orienté donc le bâtiment qui soit, je dirais, parallèle aux ponts qui sont sur la Loire, puisque l'immeuble est conçu lui-même comme un immeuble pont. Hein. C'est-à-dire qu'on le voit. On est en zone inondation. En zone inondable, oui. En zone inondable, oui. Donc on a, je ne sais pas si c'est très visible, mais on voyait un trait bleu, c'est la cote des plus hautes eaux connues. Donc vous voyez que c'est quand même relativement assez haut. Hein, ça correspond pratiquement à 2 mètres au-dessus du sol naturel. Donc voilà, donc toute la partie des logements, elle est très nettement surélevée. Le parking, lui, il est légèrement encaissé. Sur la partie droite de l'image du bas, on a ce qui était un cabinet de radiologie qui s'est transformé en autre chose par la suite, mais qui, lui, n'avait pas les contraintes des logements. Et donc, l'immeuble, il est posé comme ça. Il est posé au-dessus du sol, avec des pilotis, hein, comme on voyait tout à l'heure. Et il est dans le sens du courant. C'est-à-dire que si la digue, elle saute, le courant va passer dessous comme il passerait sous un pont. Hein, c'était l'intérêt de l'orienter de cette manière-là par rapport à la... voilà. Donc on voit sur la coupe du haut la partie supérieure, hein, qui correspond à la partie des logements, et le rez-de-chaussée réservé à un équipement.
Voilà, donc l'ensemble du bâtiment, au-delà de sa structure qui, elle, est en béton, c'est un bâtiment qui est entièrement métallique et qui a été conçu un peu comme une espèce comme un village avec une grande liberté comme ça, parce qu'il y avait des logements qui étaient très différents qu'on nous demandait. Donc on a essayé de travailler plutôt dans un esprit comme ça de très grande liberté, avec des balcons, avec des pergolas, ça se voit un petit peu, il y a des trous, il y a des patios sur le toit qu'on voit un petit peu dans les trous. Donc c'est quelque chose comme une espèce de grand bâtiment monomatériaux comme ça qui aurait été travaillé, creusé. Voilà, et tout ça avec la même couleur, le même matériau et le même bardage, qui sont en toiture, en façade. Voilà, on voit un petit peu en détail. Et la structure extérieure, qui est métallique, elle prend appui aussi sur le sol, hein, puisque cette partie-là, elle dépasse finalement de la structure béton qui regroupe les parkings. Voilà. Donc l'immeuble, comme il est assez mince finalement, il est desservi entièrement par des coursives extérieures. Et comme j'aime bien faire des bâtiments qui permettent d'assurer aussi les conforts d'hiver, conforts d'été sur le plan climatique, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir une double orientation. Et là, c'est une orientation est-ouest qui est assez intéressante de ce point de vue-là. La coursive, elle doit être, pour des raisons après de réglementation incendie, etc., elle devait être éloignée légèrement de la façade, ce qui nous a amené finalement à avoir tout un travail à l'intérieur qui est assez marrant, c'est-à-dire que de la passerelle, des passerelles qui sont superposées, tous les logements sont desservis, mais sont desservis avec des orientations de parcelles aussi, de passerelles très différentes, hein, qui donnent un aspect comme ça assez sculptural à l'ensemble. Côté paquebot. Hein. Oui, c'est un peu un paquebot. Alors on va retrouver un paquebot là, mais lui qui existait aux Papeteries de Bretagne. Là, c'est un site assez important qu'on m'avait proposé avec une mission qui était complète, c'est-à-dire que j'avais une mission à la fois d'urbaniste, d'architecte et de paysagiste. Donc, ce qui est assez rare, c'est une opération qui a duré 17 ans. Donc, c'est toujours un peu compliqué pour nous de mener des opérations sur des temps aussi longs. Mais, alors, je sais pas, là, on le voit un petit peu. Enfin, c'est une implantation qui était très intéressante puisque elle se situe à mi-chemin entre le centre-ville et le stade Rennais. Donc, ce qui veut dire que les promoteurs n'ont pas eu beaucoup de mal à commercialiser cette opération. Voilà. Alors voilà le site que j'ai trouvé quand on m'a proposé d'intervenir. Hein, ça avait un côté comme ça. Enfin, bon, on a connu beaucoup de sites comme ça. C'est une ancienne papeterie. Les bâtiments étaient dans l'état que l'on voit là. Ils étaient construits complètement au bord de la Vilaine. C'est un peu comme un paquebot. Là, on parlait de paquebot à l'instant. Voilà, donc on avait cette grande carcasse qui existait comme ça, et une zone inondable qui est reportée en bleu, qui prend pratiquement les 2/3 du terrain. Voilà. Alors l'eau, finalement, on l'a traité de deux manières. On a traité le problème technique, mais on en a fait un atout paysager. Ce que l'on voit sur ce plan de masse-là, c'est que la première chose qu'il fallait faire, c'est le trait rouge que vous voyez, c'était une barrière étanche et qui va très profondément dans le sol et qui va protéger non seulement l'opération, mais qui va protéger aussi le quartier. Après, dans sa composition, alors là, on rejoint plutôt une préoccupation paysagère. L'idée, c'était de se dire, on va organiser le plan de masse pour que tous les logements, pratiquement, aient une vue sur la Vilaine. Et on va décliner à la fois des jardins, mais aussi décliner le thème de l'eau. Et là, on voit les petits rectangles bleus. Ce sont des grands bassins qui vont récolter l'eau pluviale, ce qui évite de rejeter. Et après, on a un bassin de compensation qui a été calculé là par des hydrauliciens. Et puis après, on a la Vilaine. Et la difficulté, l'autre difficulté technique que l'on a pour des opérations comme ça, c'est qu'il faut non seulement protéger les logements et les accès des inondations, mais il faut aussi protéger beaucoup d'équipements techniques, les arrivées électriques, les évacuations, etc. Donc on a remonté
la rue qui est entre les deux, on le voit, on l'a remonté à 2 mètres au-dessus des plus hautes eaux connues. C'est-à-dire que là, on est monté beaucoup plus haut. Et comme ça, non seulement les entrées, les logements sont protégés, mais tous les réseaux sont protégés. Voilà. Et on voit sur la gauche le gros trait noir qui correspond à la barrière étanche. Voilà. Alors le dernier point aussi qui a été traité, et ça c'est l'aspect paysager qui est intéressant, c'est qu'avec cette opération et cette barrière donc qui est en retrait et les bassins de compensation, on a pu dégager un espace pour recréer le chemin de halage. Il y avait plus de chemin de halage, c'est-à-dire que toutes les liaisons à la fois piétonnes, cavalières et les besoins même d'entretien du fleuve étaient coupés par cette opération. Donc on a reconstitué véritablement un chemin de halage qui relie maintenant l'est et le centre, l'ouest et le centre de la ville. On voit sur ces images les pilotis qui portent ces les différents immeubles et qui sont finalement assez discrets puisque le bassin de compensation il passe dessous, on ne le voit pas. Les plantations font aussi que toutes ces structures-là disparaissent pratiquement. Et le mur qu'on voit légèrement en gris derrière les arbres, qui est le mur qui correspond à cette barrière étanche, lui-même est pratiquement invisible. Hein, on a simplement, finalement, comme si on avait remonté d'un niveau, on a remonté de 3 mètres l'ensemble de l'opération. Voilà. Et donc ça, c'est la même image prise au même endroit que l'opération que le bâtiment des papeteries tel qu'on l'a trouvé, voilà, avec un aspect paysager qui est effectivement beaucoup plus sympathique. La Vilaine elle-même, d'ailleurs, elle a retrouvé une transparence qu'elle avait perdue. Voilà. Alors là, je passerai un peu rapidement là-dessus, simplement pour montrer qu'on peut se retrouver quelquefois avec des réglementations qui se superposent et qui permettent de régler beaucoup de problèmes en même temps. Avec les Atlantes, on est toujours sur la même commune de Saint-Pierre-des-Corps. En gris, c'est les bâtiments qui existent. À droite, les extensions qui nous sont proposées. Et on s'est aperçu que sur cette opération-là, on pouvait à la fois superposer la loi Allure, qui demande maintenant d'avoir 70% des parkings intégrés dans les constructions commerciales. Donc là, on en profite effectivement pour les mettre au niveau du sol. Et les parties commerciales qui sont en mauve sur le plan, elles sont construites dessus. Ce qui permet aussi d'avoir un plus court chemin entre les parties marchandes et les parkings, qui évite effectivement de faire quelquefois 200 mètres avec un caddie. Voilà. Donc la coupe en partie haute. Là c'est pareil, hein. J'ai repris un petit peu le principe que j'avais tout à l'heure, de dire on a une structure en béton qui nous protège, qui est ancrée avec le sol, et des structures qui sont très légères dessus, avec une trame qui est donnée comme ça, qui est très simple, parce qu'on ne sait pas encore quelles sont les enseignes qui viendront. Donc il y a simplement une structure qui est très fine, qui est très légère, mais on voit que les promenades que l'on a dominent le site, hein, qu'on ne voit plus bas. Et là encore, si un jour il y a d'inondation, simplement l'eau elle passera dessous. Et d'ailleurs, on a travaillé des débouchés hydrauliques, c'est-à-dire que même le parking, il y a des coupures, hein, pour ne pas empêcher l'eau de s'écouler en cas d'inondation relativement importante. Et on en a fait des éléments paysagers, des grandes promenades. Voilà. Alors, là, toujours sur Saint-Pierre-des-Corps, un autre exemple qui est intéressant, sur lequel on travaille. Là, j'en ai quelques mots parce que c'est un projet qu'on commence à travailler, et qui est un projet qui m'a amené à avoir des préoccupations que j'appelle un peu post-Covid, hein, puisque à partir d'une petite opération de logement, qui est un petit îlot dans un quartier, qui est à ce bâtiment, qui est un ancien laboratoire qu'on nous demande de conserver. Un bâtiment qui est en rouge ici, pour pouvoir le conserver et mettre les logements et répondre là encore aux contraintes du PPRI, il nous faut faire ce qu'on appelle des pièces refuges. Et au lieu de faire des pièces refuges à l'étage intégrées dans le bâtiment, je fais des pièces de refuge extérieures, ce qui est beaucoup plus intéressant, puisque pour que des secours viennent, au moins elles sont beaucoup plus visibles. Et ça m'a amené à faire
des petites cabanes qui sont comme ça, qui sont perchées, qui sont en hauteur, qui répondent d'ailleurs à une autre échelle du site, puisqu'il y a beaucoup de cabanes sur le site, de petites structures. Et de cette contrainte-là et de cette idée, je l'ai développée, y compris sur les bâtiments neufs que l'on va faire, pour que ces pièces-là correspondent à la fois à des pièces refuges pour le bâtiment existant, qui lui répond aux contraintes PMR, mais aussi pour les bâtiments neufs, en faisant de ces pièces-là des pièces supplémentaires qui peuvent être utilisées maintenant, notamment pour le télétravail ou d'autres besoins comme ça. Donc c'est une opération qui croise aussi plusieurs thèmes, les mobilités, les problèmes environnementaux, puisque on a là que des logements qui sont aussi à double orientation, et puis la recherche dont on parle beaucoup maintenant, qui sont les îlots de fraîcheur. Le cœur de l'opération va être un parc. Là on l'a pas fait parce qu'on voyait plus rien, mais ça va être planté d'arbres, et toutes ces cabanes vont se retrouver donc complètement intégrées dans cet espace. Dans les arbres. Voilà. Merci. Au fond, toutes ces contraintes de risque d'inondation, ces contraintes réglementaires, vous en avez fait un des éléments productifs, au fond, de vos projets, des 5 projets qu'on a vus à l'instant. Oui, c'est-à-dire que moi, je me suis mis dans une position très simple dès le départ. J'ai notamment travaillé aussi avec le CEPRI, le Centre européen des risques pour l'inondation. Et moi, je disais, finalement, notre travail d'architecte, c'est un travail en permanence sur la contrainte. Et c'est souvent la contrainte, vous le disiez vous-même, qui d'ailleurs apporte souvent des idées intéressantes. Et je pense que de prendre en compte des problèmes sismiques ou des problèmes d'inondation, c'est pour moi du même niveau que simplement se protéger de la pluie, se protéger du foie, se protéger, etc. Donc c'est une contrainte supplémentaire, simplement. Merci. Oui, merci beaucoup Jean-Yves Barriel. C'est ces exemples très, très convaincants, effectivement, et qui montrent que la contrainte peut être non seulement surmontée, mais peut devenir en quelque sorte un des moteurs du projet. On va terminer par un autre projet qui a ses qualités de résilience, mais dans un ordre un petit peu différent, avec Jérôme Flo. Vous étiez directeur immobilier d'une association qui s'appelle Aurore. Maintenant, vous êtes maître d'ouvrage indépendant au service toujours d'associations. Et je vous rappelle que l'association Aurore, c'est une ancienne association créée en 1871 pour, notamment après la guerre de 70, permettre de loger des réfugiés ou des gens sans abri. Elle a conservé cette vocation. Elle s'appelle Aurore depuis 1967, je crois. Et en tous les cas, l'idée, c'est de pouvoir offrir sur un terrain, vous verrez lequel, assez original, des logements pour des personnes sans abri, pour une durée limitée, puisque le bâtiment n'est pas destiné à rester éternellement, mais justement, ça montre aussi l'adaptabilité, peut-être, dans un contexte particulier, pour une population particulière, de solutions métalliques intéressantes. Jérôme Flo. Merci de m'avoir invité effectivement pour commenter un petit peu cette expérience particulière qui est un petit peu finalement une synthèse de ce qu'on a pu entendre au niveau des définitions sur la résilience, puisque on parlait de bâtiments réversibles, de bâtiments déplaçables. Là, c'est exactement le cas d'un bâtiment qui est temporaire, réversible, déplaçable, puisqu'on est sur un projet de centre d'hébergement qui, à l'époque, a été développé dans un contexte un peu particulier, donc loger effectivement des personnes sans abri. C'est un projet qui héberge 308 personnes, à peu près 200 personnes. On est plutôt sur 100 personnes donc en famille et 200 personnes isolées. Le contexte était à la fois de partir sur des projets qui étaient beaucoup dans des centres d'hébergement temporaires, dans des bâtiments existants, où on prenait des anciens hôpitaux. Un bâtiment assez connu était l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement, qui était devenu les grands voisins et sur lequel on a transformé ces bâtiments en utilisant les anciennes chambres d'hôpitaux pour les transformer en hébergement. Et bien souvent, quand on récupérait des bâtiments, lorsqu'on les transformait, on avait une problématique importante qui était de récupérer des bâtiments qui étaient vides parfois depuis un certain temps.
avec des problématiques d'amiante à traiter, de plomb, de travaux qui n'étaient pas forcément faciles à amortir sur des périodes d'occupation courtes. Et l'idée, c'était de se dire, finalement, au lieu de faire de la transformation de bâtiments existants et de faire des travaux donc avec du cloisonnement, de la mise en place de sanitaires, de cuisines partagées, etc. C'était de se dire, tous ces travaux, finalement, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'occupation, bon, on met tout à la poubelle parce qu'on s'en va et il va y avoir un autre projet derrière. Donc, il y a eu une réflexion à l'époque où, en tant que maître d'ouvrage, moi, chez Aurore, on avait développé avec un cabinet d'architectes, le cabinet Moon Architecture, un principe de développer un module 3D, qui pouvait être soit en bois, soit en métal, soit de la récupération de containers éventuellement, et de partir sur un principe de module qui pouvait donc se poser temporairement sur un terrain, qui pouvait être un parking, qui pouvait être une route, qui pouvait être un terrain en attente de projet. Hein. C'était le cas du bastion de Bercy qu'on voit sur cette photo, qui est dans la ZAC Bercy-Charenton et qui verra, on va dire, un projet qui se définira, on va dire, un peu plus tard. On n'en est pas encore là, puisqu'il est lancé actuellement, d'ailleurs, une occupation temporaire sur cette ZAC Bercy-Charenton. Et à l'époque, le bastion qui est un des derniers bastions de l'enceinte de Thiers, tout à fait. Thiers, qui a été construite en 1845 autour de Paris. Ah oui, donc un site un peu périphérique par rapport à Paris, mais qui a une charge d'histoire et de lieu aussi très intéressante. Totalement. Ça nous a d'ailleurs valu quelques contraintes et quelques réflexions et discussions avec les ABF pour positionner le bâtiment et reconstituer d'ailleurs à la fois de ce travail assez fin avec le mur d'enceinte et de refaire la banquette d'artillerie qui était en fait une sorte de talus sur lequel étaient posés à l'époque les canons qui étaient censés protéger la ville de Paris, et finalement ça n'a pas servi. Mais donc au-delà de ça, effectivement, récupérer donc ce terrain et poser des bâtiments modulaires dessus, c'était faire à la fois un montage technique avec un bâtiment à construire qui fait à peu près 5000 mètres carrés, et c'était se dire que ces bâtiments modulaires, c'était l'occasion de conserver de la valeur, puisqu'on pouvait imaginer que ça arrive en Lego et que ça reparte sous forme de Lego, en imaginant d'ailleurs que la construction n'était pas forcément réutilisable exactement dans la même configuration, puisqu'on pouvait utiliser un tiers de bâtiment ou la totalité, mais dans des formes un peu différentes. Et l'intérêt finalement, c'était de se dire, je construis un bâtiment, il me coûte 100, parce que je vais faire des fondations, je vais le construire. Il a été construit intégralement en usine, en 3D, et arrivé quasiment fini. On venait juste mettre des pots, des vêtures sur le bâtiment et faire les extérieurs. Donc, à l'issue de la construction, le fait de démonter le bâtiment, de le remettre sur des camions et de le renvoyer sur un deuxième terrain, ce coût de démontabilité et remise en état, c'est à peu près 30% du coût initial. Ça veut dire que pour la première fois, on se disait que on était capable de développer un projet qui conserve 70% de sa valeur, à minima. Et ça, c'était pour une association qui était maître d'ouvrage, et donc qui achetait ce bâtiment, l'idée de se dire, je ne jette pas à la poubelle finalement, l'investissement, qui pour un projet comme celui-là, 5000 mètres carrés, on était quand même sur un investissement d'un peu plus de 6 millions d'euros. Donc, conserver 70% de la valeur de 6 millions d'euros. Et imaginer d'ailleurs un modèle assez vertueux, c'est que la deuxième vie de Bastion de Bercy, qui se fera, non seulement coûtera que 30% de son coût initial, mais permettra justement un amortissement beaucoup plus facile, et du coup un coût pour les hébergers et pour l'association et donc pour l'État beaucoup plus intéressant, puisqu'en général, quand on est sur de l'investissement immobilier dans l'immobilier solidaire, on a des subventions d'État pour développer un projet, faire de l'accompagnement social, nourrir les personnes à l'intérieur, payer les consommations énergétiques. Et donc, on est sur des ratios qui sont entre 30 à 40 euros par jour par personne.
Le coût immobilier lié donc à la construction ou à la location, puisqu'on peut avoir de la location aussi, le coût immobilier revient sur ce projet-là à 7 € par jour par personne. Donc, c'est-à-dire que la vie numéro 2 qui arrivera dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, une fois que ce bâtiment sera déplacé, là aussi va être beaucoup plus compétitive. Et soit c'est une diminution pour l'État importante, soit ça permet de faire plus d'accompagnement social et d'être plus efficace dans l'accompagnement des personnes. Il est prévu que l'association Aurore récupère ce bâtiment et le remonte a priori sur un autre site. C'est ça. Donc, après avoir libéré le site du Bastion. Ça met un peu de pression, effectivement, comme maître d'ouvrage, puisque comme on est sur un caractère temporaire, il faut retrouver un nouveau terrain. Et après, c'est le jeu, effectivement, d'un développement immobilier, de chercher à nouveau des délaissés ou éventuellement même de trouver un terrain sur lequel on puisse imaginer une vie définitive avec une refonte du bâtiment qui peut se réutiliser dans sa configuration actuelle, mais aussi avec une conception qui avait été prévue pour être réversible, c'est-à-dire que les modules sont strictement les mêmes, où on a poussé vraiment la réflexion industrielle pour avoir des modules qui font 11 mètres de long. Ces modules, finalement, on est 11 mètres de long, mais c'est la largeur du bâtiment, puisqu'après, derrière, on a à l'intérieur de ce bâtiment, finalement, 2 chambres séparées par un couloir. Et soit on est dans des chambres qui font 9 mètres carrés, soit on est dans du bureau qui peut faire autour de 9 mètres carrés. On peut liaisonner 2 chambres et ça va faire des chambres de 18 mètres carrés. Et finalement, la réversibilité est intéressante, c'est que à travers cette trame de 9 et 18 mètres carrés, on arrive à répondre assez bien à une réversibilité dans du logement T1 qui peut servir pour un autre usage, ou même se dire qu'à la limite, il peut y avoir une valeur de revente pour l'association pour transformer en résidence étudiante, en auberge de jeunesse ou autre. Donc c'est un bâtiment finalement assez intéressant qui utilise un délaissé ou un terrain en attente de projet et qui, là par contre, on n'attend pas 17 ans pour faire. C'est vrai que c'est des projets qui, entre la page blanche et la livraison, on est à peu près sur un an pour tout faire. Donc c'est des projets qui sont très utiles puisque effectivement le contexte fait que l'État héberge aujourd'hui à peu près 135 000 personnes en Île-de-France par jour. Donc quand on arrive à faire des projets qui se montent dans des temps records de 1 an, permis de construire précaire compris, c'est plutôt très important pour les associations, pour l'État qui cherche sans arrêt des solutions. Bien sûr dans la transformation de bâtiments existants, mais aussi avec ces solutions qui sont pour le coup flexibles, réversibles, déplaçables et qui permettent de penser la ville un peu autrement. On peut imaginer qu'un bout de ville puisse être une zone de test pour imaginer un usage et parce que cet usage convient à son territoire et à son environnement, on peut éventuellement même rajouter des modules complémentaires. Ou au contraire, si le bâtiment n'est pas du tout adapté et ne fonctionne pas, ne trouve pas son public, on peut imaginer d'enlever des modules éventuellement et de le désépaissir pour qu'il puisse à nouveau jouer un petit peu avec le marché et les besoins du territoire. Donc c'est un vrai laboratoire, on va dire, d'une architecture qu'on avait appelée à l'époque avec le cabinet Mon Architecture, une architecture liquide qui... Dans un moment où, le moment, on va dire, pré-Covid, où on l'avait développé, était peut-être un petit peu précurseur, puisque ce type d'usage, finalement, permet là aussi d'imaginer justement un bâtiment un peu résilient et s'adaptant à cette crise sanitaire qu'on traverse. Je ne sais pas si on va voir des photos de chantier, mais ce sont des modules qui sont posés à la grue, qui sont acheminés par camion, j'imagine, sur place. Enfin, comment... Il y avait des photos peut-être plus parlantes que des photos. Voilà, on le voit peut-être ici, ces espèces de parallélépipèdes qui sont posés les uns à côté des autres et empilés en quelque sorte pour créer cette... C'est ça en fait, plutôt que... Alors on peut voir le module, mais en fait le module est une trame structurelle. Donc après à l'intérieur ça reste un jeu finalement de poteaux, de poutres. Et en assemblant et en agglomérant les Lego et ces modules là qui sont des modules
avec une structure métallique. Finalement, on recompose complètement un bâtiment et assemblé à la fin, et avec une vêture en plus qui vient recouvrir cette trame très visible là, sur cette photo, on arrive finalement à avoir un bâtiment qu'on oublie au niveau du module. C'est vrai qu'il y a souvent l'image du module associé à l'Algeco ou la base vie. On est dans un vrai bâtiment qui répond à toutes les normes de bâtiment, qui répond à l'époque à la RT 2012 et qui demain pourrait, parce qu'on le travaillerait avec des cahiers des charges, s'adapter complètement à la RE 2020 et en intégrant là aussi des cycles d'économie circulaire, puisque pour le coup, là, c'est le bâtiment entier qui peut déménager. Oui, un bel exemple d'intervention vite fait, bien fait, on va dire, rapidement, en même temps pour répondre à des besoins réels et urgents, et en même temps qui peut trouver une seconde vie, qui est démontable, recyclable, réutilisable. Je crois qu'il y a vraiment une belle leçon à tirer de cette réalisation, dont effectivement on peut oublier assez vite que le principe constructif n'est pas envahissant au point de vue architectural. Mais Jean-Pierre Taillet, est-ce que justement chez Fayal, la question du bâtiment préfabriqué, industrialisé ou réalisé comme ça par module, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Oui, c'est quelque chose qui nous préoccupe. D'ailleurs, on a lancé un programme de recherche là-dessus, recherche et développement, pour améliorer un petit peu ces concepts de bâtiments modulables, réversibles, en utilisant l'acier, bien sûr, mais d'autres matériaux. Je pense qu'il y a aussi une notion de mixité de matériaux qui peut être intéressante à travailler. Je crois que c'est aussi une donnée essentielle à avoir. Et donc, on en a fait un axe de développement, de recherche et développement, effectivement, avec des concepts. Alors, on parle de bâtiments modulaires, mais on peut aussi parler de surélévation. Les surélévations, c'est aussi un exemple d'application de ce genre de bâtiment qu'on pourrait, pour construire vite une surélévation sur un bâtiment, les solutions qu'on peut développer peuvent être aussi rapides, efficaces, le moins nuisibles possible, parce qu'il ne faut pas... Souvent, quand on fait une surélévation, on a aussi des occupants qu'il ne faut pas déranger. Donc, c'est un axe qu'on a, oui, chez Fayal Métal, effectivement, développement. Merci. Et peut-être la construction métallique ou les solutions métalliques qu'on a vues, ou en partie métallique, ou parfois mixtes avec d'autres matériaux, à l'école des ingénieurs de la ville de Paris, est-ce qu'elles sont mises en avant, enseignées? Enfin, comment elles font partie de la réflexion très globale, très territoriale, très un peu presque théorique aussi que vous menez à l'UIVP? Comment est-ce que les solutions constructives dont on a pu voir, et architecturales dont on a pu voir ici des exemples très intéressants, comment sont-elles intégrées ou assimilées au sein du cursus, et à la fois d'enseignement et de recherche de l'UIVP? Alors, c'est une question. Alors, justement, l'école a mené, est en cours, vient de mener une réforme de son programme d'enseignement avec justement une volonté très très forte d'intégrer au maximum ces questions. Alors, la question des matériaux biosourcés et justement du mixte dans les matériaux qui vont être employés en construction. Et justement, on a donc un nouveau programme des études qui intègre beaucoup plus d'éléments dans ce sens-là, autour de la construction bois, des matériaux biosourcés, des matériaux alternatifs tels que la paille également, en termes d'isolation, mais aussi constructifs. Et c'est vrai qu'il y a un véritable virage qui est pris actuellement dans ce sens-là. Il y a une forme de révolution, en tout cas, nous, dans nos enseignements, par rapport à ces questions-là, qui, il y a 2-3 ans en arrière, étaient bien moins intégrées. Biosourcé, l'acier est un matériau qui vient de la terre, tout de même, et qui est en général, tout l'acier. Je rappelle que tout l'acier structurel utilisé en France est de l'acier recyclé à 100%. Donc il y a aussi cette idée de recyclage qui peut être au centre des préoccupations contemporaines et du biosourcé qui s'inscrit de manière plus large dans cette problématique, peut-être, oui. Oui, par rapport à ça, oui, une autre notion qui nous tient à cœur, c'est le réemploi. Parce qu'on conçoit effectivement des structures un peu modulaires comme ça, mais aussi la notion qu'une structure peut être réemployée. Et donc, avec les outils dont on dispose aujourd'hui, on peut créer une base de données un petit peu de ce qu'on a employé à un moment donné, et peut-être réemployer des constituants qui ont été faits, pas seulement un bâtiment, mais à plusieurs bâtiments, et puis reconstruire un nouveau bâtiment avec du réemploi. Et l'acier se prête très bien au réemploi, évidemment, et à la requalification.
par ses propriétés. Je crois qu'on a vu un très bel exemple avec le centre d'hébergement là, sur le Bastion. Peut-être, Rémi Marciano, dans votre pratique architecturale, comment se situe justement cette question du réemploi, du recyclage, de la réutilisation? Est-ce que l'exemple de l'Hexagone qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que c'est un exemple un peu à part, un peu atypique dans votre production, ou est-ce qu'au contraire, c'est une tendance qui vous semble rentrer beaucoup plus dans la pratique quotidienne de l'architecture? Non, on est toujours en train de chercher à pousser les limites en fait non seulement des programmes, parce que c'est là où justement en cherchant ces limites dans les contraintes, etc., ben, on trouve des situations de projet super intéressantes, mais aussi de pousser les limites dans l'emploi des matériaux, que ce soit l'acier par exemple, réduire les temps de chantier. On a fait une opération il y a quelques années, c'était une gare maritime provisoire, etc., avec des fondations profondes, etc., 5 mois. Donc c'était absolument un record, on n'avait jamais fait ça, parce que, évidemment, voilà, cette fabrication en filière sèche nous a permis ce temps record. Et aujourd'hui, cette gare provisoire, elle est là, mais elle est démontable aussi, elle peut bouger. Donc cette notion de réversibilité, elle est intéressante. C'est très juste aussi l'idée de faire la ville sur la ville. Donc aujourd'hui, on cherche des solutions de surélévation, que ce soit en centre-ville ou même dans la périphérie, où des gens vont agrandir un pavillon. Tout ça, c'est des belles solutions. J'aimais bien d'ailleurs l'idée de cabanes isolées qui étaient utilisées pour des questions d'inondabilité, mais qui, dans l'usage, est complètement intéressante sur l'accueil de quelqu'un, sur un ado qui est en crise et qui va d'un coup s'isoler. La pièce en plus. Voilà. Justement, Jean-Yves Barrier, dans vos projets, aurait-il été très différent s'il n'y avait pas eu ces contraintes dont vous avez tiré parti pour l'inondabilité, par exemple, ou d'autres contraintes réglementaires que vous avez évoquées? Et est-ce que dans votre pratique, justement, cette prise en compte, cette notion de résilience, au fond, au sens large, comment intervient-elle d'une manière plus générale? Sur ces projets-là, j'avais bien compris cette notion et cette prise en compte, elle est évidente. Je pense qu'effectivement, tous ces projets n'auraient pas, l'ascenseur des Chinons n'aurait pas été fait forcément comme ça si on n'avait pas eu toutes ces contraintes. Et le petit projet que j'ai montré en dernier, là, avec les petits cabanes, s'il n'y avait pas eu cette réflexion quand je me suis retrouvé un peu tout seul à l'agence, comme tout le monde, à dire comment on peut imaginer autrement l'architecture, il est bien évident que quand on a des secousses comme on est en train d'avoir, on a un changement de paradigme quelque part. Il faut qu'on se repose, nous, beaucoup de questions, quoi. Et je dois dire que c'est vrai que j'ai toujours essayé de promouvoir la pièce en plus. J'y suis jamais arrivé. Et là, j'y arrive. Et j'y arrive parce qu'il y a eu cette contrainte de l'inondabilité. Et puis cette idée maintenant de télétravail qui commence à germer quand même, fait que j'ai eu un promoteur qui a accepté l'idée tout de suite et qui va d'ailleurs en faire, à mon avis, un élément commercial. Voilà, donc ben oui, évidemment. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nourrit notre métier. Et puis je dirais qu'il y a un deuxième aspect, là ça répond plutôt au problème des matériaux, c'est que moi je pense qu'on doit avoir une utilisation raisonnée des matériaux, d'utiliser tous les matériaux pour leur qualité, en poussant le plus loin possible, toujours. Mais je veux dire, j'aime bien utiliser le métal pour ses qualités, le bois pour ses qualités, le béton pour ses qualités. J'aime pas trop sortir de ça. C'est quelque chose qui est pour moi une discipline de réflexion et de travail. Et Jérôme Blot, dans votre pratique actuelle de maître d'ouvrage, donc en dehors de l'association Aurore que vous avez quittée maintenant pour vous justement vous lancer dans la maîtrise d'ouvrage ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou le montage d'opération, comment vous vous intégrez précisément, y compris dans les programmes sur lesquels vous pouvez travailler actuellement, ces nouvelles dimensions qui sont en train de se renforcer sans doute et pas seulement d'émerger, mais peut-être de s'affirmer comme des pratiques incontournables? Alors, de toute façon, les besoins étant ce qu'ils sont sur effectivement
les besoins d'hébergement, les besoins de logement abordable. On sent bien de toute façon qu'il faut sans arrêt re-questionner les montages, les solutions innovantes ou réinventer, parce qu'en fait, on n'invente pas toujours grand-chose, finalement, on réinvente beaucoup, notamment à Paris, puisqu'on réinvente Paris une fois, deux fois et trois fois, là c'est parti. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est essayer, moi ce que je fais aujourd'hui, c'est d'être à la fois sur des montages techniques, de trouver des solutions qui existent et qui sont portées par des architectes, par des entreprises, par des bureaux d'études, et de faire aussi du montage administratif, juridique, financier, parce que il faut arriver à jouer avec les différents sujets, les différentes façons d'habiter, les modes d'habiter, et d'hybrider au maximum les choses. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir des solutions dans lesquelles on imagine qu'une contrainte de sécurité incendie, par exemple, puisse devenir une possibilité d'offrir un usage complémentaire, c'est très intéressant. Et ça, c'est des choses qu'on peut totalement adapter dans des projets immobiliers, solidaires ou pas d'ailleurs, hein, puisque si un promoteur aujourd'hui se jette dessus, c'est vrai qu'avant on pouvait se dire finalement qui va payer et qui sera d'accord de payer la pièce en plus. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un besoin, donc ça devient un argument commercial et un argument finalement d'usage et de capacité à là aussi utiliser peut-être le temps, parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui ont germé autour de la chronotopie. C'est j'utilise mon bâtiment pour combien d'heures dans une journée. S'il peut être utilisé le matin, l'après-midi, éventuellement le soir, avec d'autres usagers possibles, bah, ça devient une façon d'améliorer justement sa capacité à être résilient, à être utile tout le temps. Et je pense que c'est là aussi des sujets à développer et à questionner. Ça permet aussi d'avoir des bâtiments plus solidaires, puisque on peut imaginer justement une utilisation un temps pour faire de l'accueil, que ce soit de l'accueil de jour ou de l'accueil de nuit, mais ça peut être aussi effectivement des usages plus marchands ou répondant à des besoins d'habitants. Oui, merci. On voit que la notion de résilience, elle s'étend en fait à un ensemble, pas seulement technique ou architectural ou urbain, mais un ensemble beaucoup plus large de modalités, d'actions, y compris avec la notion de temps, la notion d'espace, la notion de pratique, la notion sociale aussi. Je crois que c'est vraiment important. Et merci en tous les cas à tous d'avoir nous avoir éclairé sur cette notion. Je retiens ce que disait tout à l'heure Marc Vuillet sur l'idée que la résilience, c'est pas seulement d'encaisser, de reculer sous le choc, mais c'est de réavancer, de rebondir en quelque sorte, d'aller plus loin. Et peut-être les contraintes qu'on subit aujourd'hui en termes des pandémies, en termes d'isolation, en termes d'isolation sociale, de distanciation, etc. Peut-être ce seront de travail aussi, ce seront peut-être des contraintes qui vont nous permettre d'aller au-delà en utilisant ce beau matériau qu'est l'acier, bien sûr. Quand j'écoutais d'ailleurs Jean-Pierre Thay, je pensais à la cuisine, je pensais à la gastronomie, je pensais à cette élaboration savante d'un matériau pour lui donner justement ces qualités intrinsèques de résilience qui lui permet d'être utilisé dans tout un tas de situations comme on l'a vu aujourd'hui. En tous les cas, merci encore une fois. Passionnant, très intéressante réalisation également, et puis réflexion qui nous élargit notre propre réflexion sur la notion même de résilience et sur la nécessité d'être créatif, de rester créatif, même sous la contrainte, et peut-être même que la contrainte nous fait aller plus loin en matière de créativité. Merci beaucoup, et à la prochaine réunion et prochaine table ronde organisée par Construire Acier, avec la participation, bien sûr, en partenariat avec la Maison de l'Architecture d'Île-de-France, où nous sommes aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté aujourd'hui.